Lorsque deux gymnasiens passionnés d'aéronautique mettent la main à la pâte et envoient une sonde dans la stratosphère, voilà ce que ça donne. Ce que vous voyez là, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail acharné pour atteindre notre objectif, 36 000 mètres d'altitude. Le principe de notre projet était simple, remplir un ballon stratosphérique d'hélium, y attacher une sonde, un parachute et faire décoller le tout, au détail près. Pour rendre notre projet un tout petit peu plus intéressant, on s'est décidé à rajouter un GPS, Un système radio APRS, 3 caméras GoPro, une carte Stratino pour mesurer la température, l'altitude, la pression et la vitesse, et le tout dans un caisson de 0,0138 m3 suspendu à un fil. Ce projet nommé Ambition a été réalisé dans le cadre de notre travail de maturité. Ambition avait pour ambition de montrer que l'exploration de l'atmosphère est quelque chose d'atteignable et réalisable par ceux qui en ont le cœur. L'objectif de cette vidéo est donc à la fois de donner envie de construire un ballon sonde et d'expliquer comment le faire. Avant de commencer quoi que ce soit, il est important de définir un but et un objectif clair et concis à atteindre. C'est pour cela qu'avant de vous lancer dans une telle aventure, vous devez précisément définir vos ressources et vos moyens à disposition afin de définir ce que vous voulez vraiment atteindre et ce que vous pourrez vraiment atteindre. Il est clair que plus vos objectifs et vos envies sont complexes, plus vos moyens et vos ressources seront importants. Nous nous sommes fait aider par l'association spécialisée dans ce genre d'activité Swisstrato. Grâce à elle, nous avons pu avoir une meilleure compréhension du sujet, des aides sur les détails techniques et des aides le jour du lancement. Ce qui nous a justement permis d'augmenter nos ressources et nos moyens. Lorsque l'on réalise un projet tel que celui-ci, il est important de s'entourer de personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent aider. Certes, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. D'ailleurs, il est impératif de se renseigner de plein de manières différentes sur le sujet afin de minimiser les erreurs et d'augmenter le niveau de connaissance assujetti. Donc ne vous basez pas uniquement sur cette vidéo pour construire votre ballon sonde. Lisez, regardez ce qui a déjà été fait, inspirez-vous-en et créez votre propre réalisation. Soyez créatifs. Voici comment nous avons réalisé notre propre projet. Première étape est une étape de préparation. En effet, c'est votre niveau de préparation qui va définir votre niveau de réussite. La planification, en fait, dans n'importe quel type de sujet d'ailleurs, c'est ultra important. La première étape de cette planification dans notre projet, c'est de définir ce qu'on va emporter dans la capsule. Bien sûr, cela dépend de vos objectifs. Si vous voulez filmer un petit film, vous allez seulement emporter 1 ou 2 caméras. Okay. Mais si vous voulez mesurer la composition de l'air, il va falloir que vous ayez des capteurs spécialisés. Mais dans tous les cas, l'élément que vous aurez de toute façon dans votre capsule, c'est le GPS. Il vous faudra traquer ce ballon pour pouvoir le récupérer. En bref, vous devez établir une liste détaillée avec tout le matériel et son poids. Prenez assez large, surtout au début. Oui, là-bas c'est un aspect à prendre en compte. Lors de cette première phase, vous devrez également vous documenter sur les restrictions gouvernementales au sujet des ballons sondes. En Suisse par exemple, il est interdit d'envoyer une charge utile, la sonde, de plus de 2 kg et il faut que le vol décolle à plus de 5 km des aérodromes. Une fois que vous avez une estimation plus ou moins précise de la composition et du poids de votre capsule, il est temps de réfléchir à l'achat d'un ballon. Les ballons sont classés par charge maximale qu'ils peuvent soulever, c'est-à-dire qu'il existe des ballons 800, 1200, 1600, 2000, ce nombre étant la charge maximale qu'ils peuvent soulever. Nous, par exemple, nous avions une estimation de moins de 1300 grammes. Nous avons donc acheté un ballon 1600 pour être large. Les ballons stratosphériques sont généralement biodégradables. C'est pour ça que si on ne le récupère pas entièrement, ce n'est pas trop grave. Mais par contre, lorsque vous l'achetez, assurez-vous-en auprès du vendeur. Un autre élément important qui s'achète en fonction de l'estimation du poids, c'est le parachute. Il devrait bien correspondre à la masse de la capsule, car s'il est trop grand par rapport à la masse de la sonde, cette dernière retombera trop lentement et se fera beaucoup trop emporter par les vents, ce qui signifie plus de temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'atterrissage. Pendant cette partie de planification, vous devrez aussi commencer à réfléchir à une date de lancement. La meilleure méthode, c'est de se donner une vingtaine de jours pour se dire on lancera notre projet pendant ces 20 jours. Il faut juste vous assurer que pendant ces 20 jours, vous serez prêt et disponible à lancer votre projet dans les airs. En fait, c'est tout simplement juste établir des deadlines et tout faire pour rester sur votre deadline. L'avantage de définir une fenêtre de tir, c'est que vous pouvez vous organiser par rapport à elle. En connaissant plus ou moins le jour de lancement, vous savez quand acheter le matériel au plus tard ou bien quand commencer à assembler les éléments de la capsule. En fait, c'est vraiment cette question de deadline. Avant de lancer son ballon, mieux faut-il le préparer à affronter l'atmosphère.
L'atmosphère est l'ensemble des couches de gaz qui entourent la planète. La stratosphère est une de ces couches, qui est située entre 20 et 50 km au-dessus du niveau de la mer. Il y règne des conditions météo extrêmes. Parlons tout d'abord des températures. Depuis le sol jusqu'à environ 15 km, elles ne font que de diminuer, avec une moyenne de 1 degré tous les 200 mètres. Elles augmentent après cette hauteur en raison de la couche d'ozone, où des molécules d'ozone sont détruites et recréées, ce qui libère de la chaleur. La température minimale que la capsule rencontrera sera aux alentours des moins 60 degrés Celsius. Il est évident qu'à l'intérieur de la capsule, la température tournera plus autour du 0 degré Celsius, tous les instruments électroniques la réchauffant. Il faut parler ensuite des vents. Les vents dans la stratosphère sont hyper violents. Pouvant aller jusqu'à 200 km/h, ils déstabiliseront très probablement votre nacelle, ce qui aura pour effet de la faire tanguer et tourner sur elle-même. Vous voyez à l'image que notre capsule tournait énormément sur elle-même. Pour la pression externe, elle ne fait que de diminuer, ce qui impactera le ballon. En effet, le volume du ballon est inversement proportionnel à la pression externe, ce qui veut dire que si on a une pression de 1000 hectopascales et que notre ballon a un diamètre de 1,5 m, pour une pression d'environ 100 hectopascales, donc 10 fois plus petit, le ballon devrait avoir un diamètre 10 fois plus grand, donc de 15 mètres. Pour illustrer cet effet, nous avons réalisé une petite expérience. Vous voyez à l'écran une pompe à vide branchée à une cloche où il y a un ballon à moitié gonflé. En activant la pompe, nous diminuons la pression à l'intérieur de la cloche et selon la relation pression-volume, le ballon gonfle, puisque le volume du ballon est inversement proportionnel à la pression externe. Comme nous l'avons élaboré auparavant, les éléments les plus importants pour la réussite de la mission sont le ou les systèmes de traquage. Il existe plusieurs technologies de localisation, des trackers GPS, des systèmes radio, ainsi que des cartes spécialisées développées par des amateurs. Nous avons utilisé la carte Stratuno, développée par un des membres de Swisstrato. Si vous cherchez des options qui sont moins chères et qui nécessitent moins de connaissances techniques, un bon compromis sont les trackers GPS comme le Spot Trace ou bien le Stratofinder, qui permettent de localiser votre sonde lorsqu'elle est proche du sol. Mais pourquoi est-ce que le GPS ne fonctionne-t-il pas bien en altitude ? Il est vrai que pour bien capter un signal satellite, il suffit d'avoir une vue dégagée du ciel. Et une vue dégagée du ciel, à 20 km d'altitude, on n'a que ça. En fait, la raison pour laquelle les signaux GPS sont imprécis en haute altitude est liée aux réglementations. Pour éviter que les gens ne construisent des fusées, voire des missiles qui pourraient nuire, les signaux sont brouillés artificiellement une fois qu'ils dépassent une hauteur d'environ 15 km. Si par contre vous cherchez à suivre votre ballon sonde pendant l'entièreté du vol, il va falloir opter pour des technologies radio APRS ou bien, comme nous l'avons dit avant, des cartes spécialisées développées par des amateurs. Votre système de traçage dépendra beaucoup de vos connaissances et de vos moyens, et surtout de votre objectif. Pour mieux nous aider à comprendre le fonctionnement de nos systèmes de localisation, nous avons demandé à Dylan Colo, président de Swisstrato, de nous expliquer. Un GPS, comme on l'entend pour Global Positioning System, est un appareil, ça peut être un téléphone ou différents appareils comme nous on a sur nos cartes. Donc il faut bien comprendre qu'autour de la planète, on a des satellites qui tournent en orbite. Dans chaque satellite, il y a une horloge atomique qui donne le temps très précis. Le satellite se charge d'envoyer ce temps au sol. Et donc l'appareil au sol va recevoir plein de temps différents et pourra trianguler par rapport à la différence de temps entre chaque satellite. On a l'avantage, nous, avec Swisstrato, quand on envoie un ballon en hauteur, c'est qu'il émet dans toute l'Europe. Et l'envoie sur Terre, sur les ondes 144.8 MHz, qui sont reçues par différents receveurs et qui transmettent à une page qui s'appelle aprs.fi, qui permet de montrer en fait l'appareil et on peut définir si c'est une voiture, un humain ou un ballon sonde pour nous. En fait, les systèmes de localisation GPS et APRS ont un fonctionnement similaire, mais le GPS utilise des satellites en orbite autour de la Terre pour trianguler sa position, tandis que l'APRS utilise des receveurs au sol. La carte Stratuno est une carte développée par Swisstrato. Elle ne se trouve pas sur le marché, elle est un développement interne. Le processeur se base sur la famille des Atmel, qui est la même que les Arduino. C'est juste que le processeur actuel a plus de mémoire et plus d'entrées-sorties pour travailler avec différents capteurs. On mesure des différentes températures intérieur-extérieure de la capsule, ainsi que la board. On mesure la pression de l'air ambiant. On mesure la position avec un GPS, comme expliqué précédemment. Et toutes ces informations sont regroupées dans un message qu'on envoie par LoRa, qui est un autre système de communication, cette fois libre, qui tourne sur le réseau The Sync Network et qu'on peut recevoir sur Terre avec différentes stations publiques
Alors chaque système a sa propre page web de présentation. Si je prends le cas de l'APRS, on peut voir sur le site web aprs.fi. Si on tape l'indicatif, on peut suivre le ballon directement sur une carte. Si on prend le cas du GPS Spot, soit on a une carte de l'interface, soit on peut recevoir un email avec les coordonnées GPS. Dans le cas de l'association, on a fait un système qui regroupe toutes ces informations, qui permet vraiment de prendre la meilleure de chaque capteur et de l'afficher sur une carte. Comme ça, on sait que même si un pose un peu problème à un moment donné, on a les autres qui reprennent. Et on peut suivre ainsi le tracé du ballon jusqu'à environ 35 km, jusqu'à la chute. Après avoir bien compris comment fonctionnent vos systèmes de localisation, vous pouvez ajouter les éléments secondaires à votre capsule, c'est-à-dire des caméras ou d'éventuels capteurs. Nous, par exemple, nous avons décidé de mettre 3 GoPro dans notre capsule. Une vers le haut, une vers le bas et une horizontalement. Un élément important que nous avons pris en compte était la durée de vie des GoPro. Pour éviter que nos caméras perdent toute leur batterie, on leur a ajouté une batterie externe. Une remarque utile en plus, c'est que les GoPro se chauffent très bien elles-mêmes, donc pas besoin de rajouter leur coque isolante autour d'elles. Surtout qu'une telle coque produirait des problèmes de température et de pression. De température, parce que ces GoPro n'arrivent pas à évacuer leur chaleur interne et que malgré les moins 60 degrés à l'extérieur, elles surchauffent et finissent par s'éteindre. Et de pression, parce que vous pouvez bien vous imaginer que la différence de pression entre le sol et le ciel ferait éclater la coque. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passerait, mais ce serait rien de beau. Là, à l'image, vous voyez un graphique de la température en fonction de l'altitude. En bleu, la température interne et en orange, la température externe. On voit bien que la température interne ne passe jamais en dessous de 0 degré. C'est la preuve que nos appareils électriques chauffent réellement notre capsule. Pour s'assurer que les caméras filmeront pendant tout le vol, vous pouvez réduire la qualité vidéo. Et pour s'assurer que ça fonctionne, vous pouvez effectuer des tests dans un congélateur. Ensuite vient la construction du boîtier de la sonde. Constitué de XPS, un Sagex qui est facilement coupable, très isolant et léger, la construction et l'assemblage du boîtier est une étape où il faut être bien appliqué. Pour le boîtier, il suffit de reprendre les dimensions que vous avez estimées lors de la phase de planification. Ou bien, vous pouvez tout simplement disposer les éléments de la capsule sur le Sagex comme nous le faisons là. Pour couper l'XPS, il faut impérativement y aller au cutter millimètre par millimètre comme vous le voyez dans l'image. Si vous mettez des caméras, faites des petites fenêtres par lesquelles elles pourront placer leur objectif au travers. Attention à ce que l'on ne voit pas le plastique dans le champ de la caméra. La technique de faire des ouvertures en carré comme nous le faisons à l'image fonctionne très bien. Pour le reste du matériel, vous pouvez l'attacher avec des scratchs eux-mêmes collés au XPS avec de la colle chaude. Attention à ne pas disposer la colle chaude directement sur l'XPS, vous le feriez fondre et le fragiliseriez. Collez ensuite les parois découpées entre elles avec de la colle résistante aux températures et non susceptible d'abîmer, par des réactions chimiques, le Sagex. Pour la fermeture de la boîte, il faut imaginer un couvercle pouvant se glisser. Nous avons opté pour ce modèle-là. Il faut maintenant penser au fil qui attachera la sonde au parachute et au ballon. Ce dernier doit passer de manière à ce qu'il soutienne la boîte et ne la tire pas au risque de la déchirer. Si vous voulez décorer la capsule avec de la peinture, assurez-vous qu'elle ne puisse pas abîmer l'XPS. Donc toutes les peintures à base d'alcool, vous pouvez oublier. Prévoyez aussi de coller une étiquette plastifiée avec vos contacts au cas où vous ne seriez pas les premiers à retrouver la capsule lorsqu'elle sera retombée sur la Terre. Avant de préparer le vol, et afin de vérifier que tout fonctionne correctement, il est important d'avoir une phase test. Dans cette phase test, vous allez tester les caméras, le parachute et tous les éléments de votre sonde. Dans cette image, vous nous voyez en train de tester le parachute. Pour tester la longévité et la résistance des caméras au froid, vous pouvez les allumer et les entourer dans un petit cocon d'XPS, puis les mettre au congélateur. En regardant la durée de film, vous vous rendrez compte du temps qu'elles ont mis avant de se vider de leur batterie ou de s'éteindre à cause du froid. Ainsi, vous déterminerez si vos caméras sont prêtes à effectuer un vol. Vous pouvez directement rajouter une batterie externe aux caméras pour augmenter leur durée de vie. Ensuite, il faut s'assurer que votre capsule soit en parfait état. Cela consiste à contrôler que votre capsule soit bien solide, donc que tout soit bien collé, et qu'elle soit étanche, donc qu'il y ait le moins de trous possible au niveau des jointures. Pour tester les éléments de localisation et de prise de mesure, comme le GPS, le thermomètre ou encore l'altimètre, il est nécessaire de s'assurer qu'ils fonctionnent parfaitement. Pour ces éléments, il est également très important de maîtriser les logiciels qui les contrôlent. N'oubliez pas de charger vos batteries, nettoyer les lentilles de vos caméras et de vider les cartes SD avant le vol.
Une fois que votre sonde est prête et que le matériel est arrivé, si tout s'est passé comme prévu, les 20 jours de la fenêtre de tir ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. Vous pouvez donc alors vous procurer l'hélium, le gaz qui va tirer votre projet jusqu'en haut. L'hélium peut s'acheter chez n'importe quel fournisseur de gaz. Mais pourquoi utiliser de l'hélium? En fait, tout se joue au niveau des masses volumiques. L'hélium a une masse volumique de 0,18 kg par mètre cube, l'air de 1,2 kg par mètre cube. Ce qui veut dire que pour une même quantité de matière, on a environ 10 fois moins d'hélium que d'air. Ce qui veut dire que l'hélium, par le principe d'Archimède, va monter vers le ciel. Et nous, on va essayer d'exploiter cette poussée d'Archimède en fait, pour faire monter notre ballon jusqu'à là-haut. Mais pourquoi utiliser de l'hélium plutôt que de l'hydrogène? Nous n'utilisons pas l'hydrogène pour les ballons stratosphériques, car même si ce dernier est moins cher, non polluant, plus léger que l'hélium, donc a une meilleure force d'Archimède, mélangé à l'oxygène, il reste inflammable et peut causer des catastrophes. En revanche, les professionnels de chez Météo Suisse utilisent des ballons gonflés à l'hydrogène. La quantité d'hélium qu'on met dans le ballon dépend de 2 facteurs. Le poids de votre capsule ainsi que votre objectif. Bien sûr, si vous remplissez avec beaucoup d'hélium, le ballon il va monter beaucoup plus vite. Mais malheureusement, il va péter beaucoup plus bas à cause de la pression interne du ballon qui le fait grossir beaucoup plus vite. En gros, si vous remplissez votre ballon peu, il montera très haut. Après, le problème de ça, c'est qu'il sera beaucoup plus longtemps dans les conditions extrêmes de l'atmosphère. Froide, température et basse pression. Et les instruments à l'intérieur de votre sonde, la GPS, les caméras, etc., eux, ils aiment pas du tout ce genre de conditions. Donc, ils risquent de s'éteindre. Et si votre GPS s'éteint, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, et surtout une vue d'ensemble chiffrée, il existe des sites web étant capables de calculer la vitesse de montée en fonction de la quantité de gaz et vice versa. Ce qui peut aider à avoir une idée de la durée du vol et de la hauteur à laquelle le ballon ira. Pour ce qui est du lieu de lancement, il y a 2 critères. La première étant les restrictions gouvernementales. En Suisse par exemple, on ne peut pas lancer un ballon sonde à moins de 5 km des aérodromes. Le deuxième critère, qui est un petit peu plus subtil, c'est en fait le lieu d'atterrissage. En effet, grâce à CUSF Landing Predictor, qui utilise les données météo locales pour prédire un vol stratosphérique en fonction de la montée du ballon et son altitude d'éclatement, information que vous pouvez trouver grâce à HabHub, vous pourrez avoir un aperçu du vol sans même l'avoir fait. En fonction de cette prédiction, on va pouvoir définir un lieu de décollage pour un lieu d'atterrissage qui n'est pas un lieu compromettant, comme par exemple un lac, une ville, l'autoroute, une forêt ou des montagnes. L'idéal, c'est de viser les champs pour l'atterrissage. Ensuite, un élément encore essentiel, c'est la ficelle. Il faut bien qu'elle soit résistante à la tension, qu'elle ne s'effrite pas, et surtout, que vous ne l'oubliez pas le jour du lancement. N'oubliez pas aussi les colsons et le scotch. Maintenant que votre sonde est préparée, que vous avez choisi un lieu de décollage et que la météo est prometteuse, vous êtes paré pour le décollage de votre ballon. Pour mieux réussir cette étape finale, nous avons composé une checklist du lancement que nous vous dictons dès maintenant. Le premier point, c'est qu'on va commencer par mettre tous les éléments dans la capsule. Attention à ne pas allumer les caméras. La deuxième étape consiste à contrôler que votre système de localisation fonctionne. La troisième étape, c'est de poser une large bâche au sol sur un parking ou sur un terrain plat. Nous mettons la bâche pour éviter qu'un coup de vent pousse le ballon sur le sol et qu'il s'abîme. La quatrième et cinquième étape consiste à préparer la bonbonne et gonfler le ballon. Attention à utiliser des gants en latex lorsque vous maniez le ballon. Les gants servent à préserver le ballon de toutes les poussières présentes sur les mains. Une simple particule pourrait griffer le ballon et lorsqu'il gonflerait avec l'altitude, cette griffure se transformerait en point faible et il éclaterait moins haut. La sixième étape est d'insérer un détendeur dans l'ouverture et d'ouvrir la vanne. Cela va prendre environ 20 minutes et comme a dit Marc, c'est important de porter des gants en latex. Pendant que votre coéquipier s'occupe de gonfler le ballon, vous pouvez, lors de la 7ème étape, dérouler les cordes. Attention à ne pas faire de nœuds quand vous déroulez les cordes. Il faut bien sûr vous dire que c'est 15 mètres entre le ballon et le parachute et 20 mètres entre le parachute et la capsule. Vous allez me dire, mais pourquoi? Et en fait, c'est tout simplement pour éviter que si, lors de la chute libre, au début de l'éclatement du ballon, au début de la descente, il y ait une inversion parachute-ballon. Le souci avec cette inversion parachute-ballon, c'est que peut-être le ballon va recouvrir les caméras GoPro et on verra plus rien quand on regarde la vidéo GoPro. La 8ème étape, après avoir déroulé les cordes, il faut attacher le parachute à la capsule.
La 9e étape, c'est enlever le détendeur qui gonfle le ballon et le fermer avec un Colson. Voici la 10e étape. Elle est un peu technique, mais c'est très important pour la fermeture et l'attachement du ballon. On commence avec un Colson autour du ballon. Ensuite, on va mettre du scotch pour protéger le ballon du Colson. On va mettre de la ficelle qui s'accroche au ballon et replier le bout du ballon sur lui-même. On va ensuite mettre un Colson et plus de scotch pour plus de protection. La 11e étape, c'est une étape tout simplement de contrôle. On va juste tester la résistance de la ficelle. Est-ce que tous les nœuds qu'on vient de faire fonctionnent? Est-ce que tout est bien attaché? Est-ce que notre ballon va pouvoir décoller? Maintenant pour la 12e étape. Le ballon est tout prêt, la capsule également. Tout est attaché, tout est gonflé, on est prêt pour le décollage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retenir le ballon en le laissant s'envoler gentiment avec des gants pour pouvoir préparer l'ascension du ballon. C'est important de se rappeler que les gants qu'on utilise pour la 12e étape ne sont pas des gants en latex, mais plutôt des gants qu'on utilise dans le jardin pour éviter de se brûler les mains contre la corde. Ensuite, l'étape la plus importante à ne surtout pas oublier, la 13e, démarrer les GoPro ou éventuellement les caméras ou les instruments que vous aviez à bord. C'est maintenant qu'il faut le faire et ensuite on ferme la boîte. Maintenant pour la 14e étape, celle que tout le monde attend, le décollage de la capsule. 2, 1, lift off. La 15e étape, c'est l'étape la plus longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudra juste commencer le tracking et surtout traquer le ballon, vérifier qu'il aille bien au bon endroit. Si vous avez bien estimé votre vol d'ailleurs, vous pouvez commencer plus ou moins à vous décaler vers l'endroit d'atterrissage. Mais gardez en tête qu'on n'est jamais à l'abri des surprises, il faut mieux rester sur ce parking ou sur ce terrain de foot où vous avez décollé et ensuite décaler plus tard. Pendant son ascension, vous pouvez également le suivre à l'œil nu. Si vous regardez bien, vous pouvez même voir le ballon éclater dans la stratosphère. Après avoir suivi votre sonde pendant plusieurs heures de vol, il faut maintenant aller le récupérer. Notre vol s'est super bien déroulé. Selon son plan de vol, Ambition devait monter dans les airs en se faisant pousser par des vents ouest-est. Arrivé en haute altitude, les vents devaient changer de sens, notre ballon sonde continua ainsi sa route vers l'ouest. Puis, aux alentours de 36 000 mètres, le ballon éclata. Comme à cette altitude la densité de l'air est très faible, le ballon sonde tomba d'abord très rapidement et ralentit avec l'air se densifiant. C'est là que les prédictions météo furent un peu inexactes. En effet, les vents soufflèrent moins que prévu et le ballon arriva quasiment où il avait décollé. Encore une fois, avec les prédictions de vol, on peut à peu près déterminer la zone d'atterrissage et donc, suivant comment, s'organiser pour déjà partir vers les endroits supposés de landing. Envoyer un ballon stratosphérique à 35 km du sol est une aventure. Il y a des obstacles partout. Vous serez confronté à des problèmes qu'il faudra résoudre. De manière permanente, vous ferez face à des situations sans issue, à des défauts impossibles à réparer. Mais ce sera là qu'il faudra persévérer, qu'il faudra décomposer les problèmes en des plus petits afin de les résoudre un par un et de progresser. S'il y a bien une chose que ce ballon nous aura apprise, c'est qu'en donnant toute sa volonté et son énergie, on arrive à peu près à tout faire, même à toucher le ciel.